Et puis du coup, je vous propose qu'on se fasse un rapide tour de table. Donc comme d'habitude, ce que je vais faire avec la liste des participants que j'ai, je vais vous appeler les uns après les autres et vous direz juste ce que votre fonction et dans quel COP vous travaillez. Et si vous pouvez mettre votre caméra comme ça, les personnes auront un petit visuel de à quoi vous ressemblez. Comme ça, si jamais certaines personnes veulent faire du réseautage, ça sera possible. Donc, je mets tous les participants à ma vue et je vais commencer par Alexandre. Alexandre Toin. Ah, pardon. Bonjour tout le monde, Alexandre Toin, donc responsable d'exploitation chez Centre-Ouest Céréales. Merci Alexandre. Bertrand Lagente. Oui, bonjour, Bertrand Lagente, responsable maintenance, travaux, la coopérative de Terre du Sud dans le sud-ouest. Merci. Laurent Bourdin. Laurent, as-tu ton micro allumé? Non, a priori, le micro n'est pas allumé. Bon, je vais le faire pour toi, Laurent Bourdin. Oui, oui, allô? Oui, Allô, c'est allô? bon. C'est bon. Oui, bonjour, Laurent Bourdin, Caproga, donc Montargis, responsable d'exploitation. Super. Michel Caillot. Bonjour, Michel Caillot, Cavac dit Jésus en Charente et directeur. Bonjour Michel. Cécile Bachou. Alors oui, Cécile Bachou, responsable technique et risque industriel à la coopération agricole. Bonjour Cécile. Cédric Janter. Bonjour à tous. Cédric Janter, responsable technique GMAO dans le groupe Soufflet InVivo. D'accord. Christophe Pingot. Bonjour à tous, Christophe Pingot, responsable technique chez Euralis. Bonjour Christophe. Étienne Roland. Oui, bonjour, Étienne Roland, responsable entretien silo pour Soufflet Agriculture. Ok. Gaëtan Loiseau. Bonjour, alors Gaëtan, responsable maintenance chez Soufflet Agriculture. Ah, Soufflet est bien représenté aujourd'hui. Xavier Jacob. Oui, bonjour, Xavier Jacob, donc responsable maintenance Terrena. Bonjour Xavier. Jean-Luc Pellissier. Et bonjour, directeur technique SIC Atlantique, La Rochelle. Merci. Alors j'ai un Julien tout seul, donc je ne sais pas quel Julien c'est. Julien invité. Julien Debourge. Ah, c'est toi Julien? Ok. C'est ce Julien-là. Ouais, Vas-y. Julien Debourge, responsable opérationnel COP de Bonneval. Je ne mets pas ma caméra parce que je ne suis pas visible. Pas de souci. Olivier Caba. Voilà. Olivier, on ne t'entend pas. Bon, bah, si tu peux mettre dans la conversation de à quel COP tu appartiens. Ah, j'ai plusieurs Olivier Caba. Tu es connecté plusieurs fois. Bon. Laurent Carry. Oui, bonjour, Laurent Carry, responsable maintenance Caproga La Meunière. Bonjour Laurent. Bonjour. Maxime Lozère. Bonjour, Maxime Lozère, responsable maintenance comptoir agricole. Super. Martin Pénisson, pardon. J'ai le début des noms, donc Oui, bonjour, Martin Pénisson, adjoint responsable maintenance, Soufflet. Ok. Mathieu Pétain, de chez Lorca, du coup, puisque c'est marqué sur le nom aussi. Voilà, Mathieu Pétain, responsable maintenance du groupe Lorca. Super. Mathieu Vasselet. Bonjour à tous, expert QSE à Centre-Ouest Céréales. Bonjour Mathieu. Mathieu Calais. On est dans la. Oui, bonjour. Mathieu. Bonjour. Mathieu Calais, donc directeur technique pour Senalia. Bonjour. Pascal Cerniac. Ah. Bonjour, Pascal Cerniac, donc Bonjour, Pascal. responsable travaux du groupe Ceresia.
Super. Bon, Rémi Andrieux. Oui, bonjour Rémi Andrieux, responsable d'investissement et conservation du grain chez Arteris. D'accord. Sébastien Bayou. Bonjour Sébastien Bayou, donc responsable investissement à UFCOPA, à La Réunion. Super. Sébastien Mo... Je ne vois pas la suite du mot, du nom. C'est Sébastien Mourou, non? Sébastien Mourou? Oui, c'est ça, Sébastien Mourou. Bon, je ne t'entends pas. Steven Metter... Moi-même. Oui, bonjour, Steven Metterich, groupe Durantia, chargé de maintenance pour la coopérative. Enchanté, Steven. Enchanté. Teddy Morel. Teddy Morel est-il là? Ok. Est-ce que... Ouais, en gros, Teddy Morel, il est avec moi, pareil, chargé de D'accord. maintenance sur la coopérative Durantia. Bon, bah super. Et puis, du coup, y a-t-il des personnes que je n'ai pas? Sébastien, tu es là, vas-y, Ouais, présente-toi. voilà, excusez-moi, le temps que je me connecte. Donc, bonjour à tous, Sébastien Mourou, responsable travaux investissement pour le groupe coopérative agricole Lorraine. Ouais, je vois que toi, Tieko, t'es arrivé aussi là, tu peux te présenter. Ah, il n'a pas ton micro, Tieko. Tieko Diara Coopérative Australia, service investissement, maintenance, sécurité. Super, Tieko. Est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas alors, Thierry, tu présenteras tout à l'heure. Les gens de Solutions Plus, je ne vous ai pas forcément appelé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que j'aurais oubliées? Non, c'est bon, on va pouvoir commencer. Je vais vous partager ma présentation. Tac. Le mode présentateur. Tac. Ok. Alors, basculer entre le mode présentateur et enlever le mode présentateur. Tac, voilà. Je vous mets là, je partage mon écran. Ok. Donc, en tout cas, bienvenue à tous pour ce club numéro 12 sur tout ce qui est investissement et maintenance industrielle. Donc, aujourd'hui, on va parler de maintenance préventive, les bonnes pratiques pour l'entretien du matériel en silo. Alors, comme d'habitude, le sommaire. Alors, je voulais vous faire, j'ai eu pas mal de demandes sur l'avancement de petites structures, notre solution sur tout ce qui est plan d'entretien. Malheureusement, là, on vient de détecter des bugs de dernière minute, donc j'aimerais pas vous montrer quelque chose qui bug, mais je vous promets, la prochaine fois, vous l'aurez. Donc, on va parler tout de suite de maintenance préventive et on finira par, comme d'habitude, une petite synthèse sur tout ce qu'on aura vu et les prochaines dates du club. Donc, je vais laisser la parole à Thierry Suzan, qui travaille chez nous et qui a une très grande expérience de la maintenance et de la maintenance préventive. Mais je vais lui laisser nous dire ça tout de suite. Et j'arrête mon partage et Thierry, je te laisse la main. Bonjour à tous, Thierry Suzan, donc formation consultant chez Solutions Plus depuis 2 ans dans tout ce qui est métier du grain, avec entre autres une partie sécurité et maintenance en silo, au-delà de tout ce qui est expertise métier. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? On voit très bien. Oui. On voit très bien. On voit très bien. Okay. Donc, je propose à tout le monde du coup d'éteindre les caméras le temps que Thierry nous fasse sa présentation.
Voilà, donc on va voir plusieurs choses. Donc, déjà, les niveaux de maintenance, les moyens et Autre surveillance et chose, contrôle. juste, Thierry, je te coupe. N'hésitez pas à intervenir pendant la présentation de Thierry pour que ce soit dynamique. Donc, deux possibilités. Soit vous levez la main et vous écrivez votre message et moi j'interromprai au bon moment Thierry. Oui, oui. Soit vous mettez votre caméra et vous intervenez directement, sauf si ça commence à devenir trop le bazar. Et dans ce cas-là, on changera le mode d'intervention. Voilà. Ok, merci. Donc, on va échanger sur le niveau de maintenance, les moyens et surveillance des contrôles, analyser un dysfonctionnement, ce qui est une grande problématique que l'on rencontre très souvent avec les exploitants, surtout vis-à-vis de vous, responsables maintenance, équipe maintenance, pour arriver un petit peu à diagnostiquer ce qui peut se passer sur une installation. Et puis l'élaboration d'un plan de maintenance, les enregistrements à GMAO, et ensuite un partage avec vos expériences. Alors, niveau de maintenance, donc il y a une norme AFNOR qui définit la maintenance comme un ensemble d'actions permettant de maintenir ou rétablir un bien dans un bien spécifié et en mesure d'assurer un service déterminé. Donc, à partant de là, la maintenance permet la conservation dans un état préalablement défini, bien sûr en bon état, mais permet aussi la reconstitution et l'amélioration. Et je pense que certains d'entre vous ont été très souvent confrontés à cela. Et bien sûr, la maintenance dispose d'une panoplie de méthodes, chacune d'entre elles qui correspond à un concept particulier. Et l'entretien est une des conditions nécessaires, mais pas suffisante pour de la maintenance. Alors, on commence par les pannes. La panne, bien sûr, c'est une maintenance corrective. C'est qu'on est déjà sur une attitude défensive pour donner suite à une défaillance. Donc, ça veut dire qu'on va engager des actions vis-à-vis d'une défaillance, dépannage, réparation, remplacement. Donc, on est plutôt sur une maintenance palliative, c'est-à-dire qu'on va être sur un dépannage. Donc, qui dit dépannage palliatif, c'est-à-dire provisoire, des équipements, et chacun d'entre vous, vous avez des astuces pour pouvoir permettre l'exploitation en palliant temporairement à une panne qui n'est pas très contraignante. Et tout ça, si d'assurer une fonction requise. Et ensuite, elle est suivie, bien sûr, d'une action curative dans les plus brefs délais. Et ensuite, on a la maintenance purement curative, où là, on vient intervenir de façon durable, et qui consiste dans une remise en état du matériel existant au point de vue fonctionnel. Ensuite, la maintenance préventive, on est plutôt sur une attitude offensive pour agir avant la défaillance. Ça se traduit par une maintenance qui est effectuée suivant un échéancier établi dans le temps et bien sûr dans l'usage, avec plusieurs types de maintenance, certaines liées donc à l'argumentation, c'est la visite, les contrôles obligatoires, toutes les épreuves qui peuvent être mises en place au niveau des installations, la maintenance de ronde, donc avec des vérifications précises, visuelles, voire instrumentalisées, exemple aussi les graissages périodiques, et les révisions périodiques systématiques que vous pouvez effectuer au fil du temps, soit sur des périodes, soit sur des durées. Ensuite, on retrouve aussi du préventif conditionnel. Donc, souvent, la maintenance conditionnelle, elle est déclenchée systématiquement sur des paramètres mesurables, sur vraiment un organe important. Soit ce sont des paramètres qui sont mesurables, qui arrivent à un seuil limite, sur le type de matériel, soit prédéterminés, c'est-à-dire que révélateur de dégradation d'un organe. Ça va être sur un diagnostic, ça va être des informations qui sont relevées par des capteurs, des mesures d'usure ou des traces d'échauffement. Et puis, quand on va encore plus loin sur le niveau de la maintenance, ça peut être aussi sur de la prédictive. Donc, certains d'entre vous utilisent ce mode de maintenance, et que là, elle est conditionnelle et qu'elle détermine la durée de vie possible d'un organe en fonction des conditions d'utilisation.
Donc c'est là que ça veut dire que sur chaque organe, il y a des paramètres qui sont suivis, selon les conditions d'utilisation, qui vont être aussi, entre autres, le nombre d'heures, où l'environnement va se situer le matériel, et puis de suivre cette évolution de paramètres. Ça peut être des épaisseurs de tôle, ça peut être des durées de vie de palier et d'organes divers. Donc, soit détection thermographie, soit ultrason, soit analyse d'huile, soit vibratoire. C'est très souvent sur ces paliers-là qu'on va revoir tout ce qui est le système préventif. Et puis, bon, l'objectif de la maintenance, c'est pas forcément de supprimer les pannes, mais surtout plutôt de gérer, de réduire leurs effets aussi, effectivement, au moindre coût, puisque vous êtes tous concernés aussi par les budgets qui peuvent être alloués. Et donc, quand on regarde bien le coût de la maintenance, dans la durée du temps, on a au départ, si vous voulez, sur tout type de matériel, on va avoir une phase de mise au point, et bien sûr, une phase d'exploitation normale, donc en durée. Et puis, suivant qu'il y ait une conception qui est une mauvaise conception, un problème d'utilisation, un manque d'entretien, on va avoir une obsolescence qui va être prématurée sur ce type de matériel. Et donc, on va avoir sur une phase d'obsolescence, du coup, qui sera beaucoup plus réduite. Et c'est à ce niveau-là que le préventif peut permettre de maintenir dans le temps, dans la durée, le matériel, en évitant effectivement un préventif excessif, parce qu'il veut dire excessif, qui va coûter beaucoup plus cher qu'un entretien classique. Donc là, on est un petit peu sur entre coût de maintenance et gestion dans le temps de la durée du matériel. Donc, la maintenance préventive optimale, c'est arriver à avoir un mode de fonctionnement pleinement opérationnel sur le matériel et sur le prolongement de la durée de vie pour prolonger au maximum l'outil. Alors, effectivement, ça va être lié à l'utilisation et puis aussi au nombre d'heures. Je pense en Jean-Luc à ce moment, hein, sur les bandes transporteuses ou donc sur du portuaire, on est sur des durées de vie en temps qui sont beaucoup plus courtes que sur des silos intérieurs, puisqu'on est sur des utilisations qui sont 4 fois, 5 fois, 10 fois plus élevées en nombre d'heures par an. Donc, ce qui se traduit par une usure qui va être plus prématurée que des silos qui ont une rotation de 1 voire 2 par an, donc avec 400 à 600 heures d'utilisation. Donc tout ça est à tenir en compte et bien sûr va venir mobiliser une maintenance préventive différente par rapport à un silo intérieur. Alors après un petit peu d'humour, donc c'est juste quelques petites définitions. Qu'est-ce qu'on entend par maintenance? Ça peut être maintenance percussive, c'est-à-dire ou de percussion. Autrement dit, c'est la remise en marche par un coup de pied, une bourrade, une massette. Juste un petit peu en humour. On va retrouver de la maintenance provocative, ou par provocation, en d'autres termes, c'est la mise en état hors d'état d'un matériel. La maintenance dite passive, ou plutôt par manque d'action, absence d'action, en définitive, on attend la remise en état d'un système, et puis très souvent, celle où vous pouvez être aussi confronté quand l'exploitation vous appelle, ça va être la maintenance en situation de crise ou d'urgence, où là, on peut dire que c'est une maintenance dite hystérique. Voilà, un petit peu en termes d'humour. Et puis, ce qui veut dire, c'est qu'on a des niveaux de maintenance qui sont complètement différents. Effectivement, en fonction qu'on va tomber en panne, on va être dans l'opérationnel, on va être plus sur de la prévention, sur de la planification. Donc, premier niveau, ça veut dire qu'à chaque panne, opération, on va avoir un niveau de maintenance qui va être différent. C'est-à-dire que le niveau 1, en gros, on va être sur du nettoyage et des réglages simples, hein, donc pas de démontage ni ouverture, c'est sur place. Et ça, le personnel qui peut être mobilisé, c'est surtout l'exploitant du site, hein. On va retrouver en fait des erreurs ou des problématiques d'exploitation qui vont être le nettoyage, le bourrage, le graissage. Donc là, on est plutôt, je dirais, sur du curatif. Un deuxième niveau, on va être plutôt sur du dépannage. Voilà. Donc on est en panne, on va être sur un dépannage standard, on va être sur l'opération plutôt mineure. Donc ça va être plutôt les techniciens de maintenance qui vont
qui vont intervenir sur des suivis de visites, des épreuves, des contrôles obligatoires, maintenance suite à des rondes, avec des vérifications bien précises visuelles ou instrumentées, des contrôles de fusibles, réenclenchement. Donc là, on est encore toujours sur une partie curative, pas forcément complètement liée au préventif. Et puis, on va retrouver le troisième niveau où là, on monte d'un cran, c'est que là, on va venir identifier, diagnostiquer des pannes. On est sur la réparation par échange, donc standard, des réparations mécaniques. Donc là, on commence à rentrer vraiment dans la maintenance préventive. Et là, on est plutôt sur les techniciens, bien sûr, de maintenance et plutôt aussi spécialisés. Mais on va venir identifier l'élément défaillant, rechercher l'élimination et la cause. Et c'est à partir de ce niveau-là, à partir du niveau 3, qu'on est vraiment dans la maintenance préventive. Et je le reprécise parce que c'est un des soucis majeurs qu'on retrouve sur l'ensemble de nos activités. La première maintenance reste quand même le nettoyage, puisqu'on a beaucoup d'interventions qui se font sur des problèmes de nettoyage au niveau des installations. Je te coupe une première fois, Thierry. Oui. Juste pour faire un premier tour de table de nos participants là. Est-ce que du coup, sur ce constat-là, sur le fait que le nettoyage, déjà, c'est un élément crucial de la maintenance dans nos installations, et puis sur le fait que voilà, il y a ce niveau 3 où on va avoir de la maintenance préventive et de la maintenance conditionnelle. Est-ce que vous abondez ce constat-là, et est-ce que vous êtes à ce niveau 3 ou pas? Est-ce que quelqu'un veut participer? Pour ma part, Sébastien Moreau de la Cale. Ouais. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord que le nettoyage, c'est effectivement la première pierre et sûrement la plus importante, et qui peut être réalisée bien entendu par l'exploitant. La difficulté que nous on rencontre aujourd'hui dans l'entreprise, c'est on a eu un gros turnover de salariés, avec beaucoup donc du coup de jeunes dans le métier, et pas forcément des gens issus du milieu agricole ou de ce métier-là, donc avec une moins grande connaissance des installations, de la mécanique et même de la nécessité de nettoyage, et du personnel, donc de moins en moins présent dans les silos ou sur un silo bien spécifique, avec voilà, du personnel qui tourne sur les installations. Et donc là, effectivement, nous, on s'est aperçu qu'on avait quand même une perte déjà de ce premier niveau de maintenance, et qui est effectivement, à mon sens, fondamental. Donc là, nous, on a embauché un personnel, un technicien de maintenance, donc lui qui était issu d'une entreprise de maintenance dans nos métiers, donc de silotier, donc il connaît très bien nos activités. Et donc effectivement, là, l'objectif de cet été, ça va être de construire avec lui donc une fiche de maintenance premier niveau, et à destination des collaborateurs sur les silos, pour qu'ils aient bien une liste des tâches et consignes, procédures associées, pour qu'effectivement on essaye de reprendre la main sur ce dossier-là qu'on est en train de perdre. Donc voilà pour nous. Ok, merci. Quelqu'un d'autre veut témoigner sur ce sujet-là? Oui, Mathieu de Lorca. Vas-y, Mathieu. Même constat que Sébastien de la Cale. Perte de savoir-faire liée aux nouvelles générations, perte d'intérêt par les collaborateurs aussi, perte de motivation également, il ne faut pas se le cacher. Le projet chez nous s'appelle, avec un peu d'humour, mais j'ai l'impression que c'est le thème, aussi chef de silo 2.0, c'est-à-dire de rédiger des fiches métiers, des fiches méthodes pour les nouveaux salariés, et puis bien spécifier dans les entretiens, quand on présente les entreprises et le métier, qu'il y a une part non négligeable de maintenance niveau 1, niveau 2. Et nous, on va un petit peu plus loin, ils sont équipés de caisses à outils maintenant, pour pouvoir faire on va dire les premiers secours sur certaines pannes et les premières maintenances préventives sur l'intérieur des machines. Et le constat, il est, je pense, assez général, et il faut passer par de la méthode et des procédures et de la formation avec des gens de compétences, effectivement, par des techniciens de maintenance ou des animateurs secteurs qui ont aujourd'hui chez nous un peu des BTS de maintenance industrielle, des choses comme ça, ont plutôt tendance à apprendre le métier du grain et puis pouvoir faire passer de la connaissance autour de ça, autour de la mécanique, parce que c'est prioritaire chez nous de pouvoir, enfin chez tout le monde, je pense, de pouvoir maintenir la production en tout cas en période de moisson, quoi. Donc c'est effectivement les bonnes méthodes, je pense, pour
faut faire monter en compétence les nouveaux arrivants, quoi. Donc, du coup, du niveau 1, niveau 2, plutôt chez vos chefs de silo, et puis du coup, du niveau 3, préventif conditionnel, plutôt chez sur la partie le service maintenance, c'est ça, ça serait ça? Ouais, même une partie du 3, parce qu'il y a des déplacements, comme beaucoup, obligent à un peu d'efficience. Et une partie du 3 qui sera même redescendue chez les chefs de silo, quoi. Ok. Un dernier témoignage là-dessus? Quelqu'un? Oui, Jean-Luc Pellissier, SICA. Donc, on est exactement sur la même problématique chez nous, hein. Donc, historiquement, le personnel d'exploitation chez nous, c'était plus des gens qui avaient des compétences maintenance, techniciens électriques, mécaniques. Donc, ils avaient une double casquette, hein. Donc, quand on était en activité, ils faisaient le métier de l'exploitant. Et quand il n'y avait pas d'activité, ils faisaient tout ce qui était maintenance un peu préventive. Et ils faisaient aussi du curatif, puisqu'ils avaient les compétences en cas de panne sur l'outil, quoi. La problématique, c'est l'évolution de l'activité où, développement d'activité, ils ont plus le temps d'assurer à la fois la mission de conduite, enfin d'exploitation et la mission de maintenance. Donc, ça a été complètement séparé chez nous avec la création, à l'époque, d'un service maintenance, hein, puisqu'à l'origine, il n'y avait pas de service maintenance. Derrière, ce qui a été dit, hein, la maintenance de premier niveau, difficile de faire comprendre au personnel d'exploitation que ça fait partie de leur mission et ils se rendent des tâches de plus en plus, et notamment effectivement avec le turnover et ce genre de choses où ils considèrent que c'est pas eux de faire ça, quoi. Et donc, toujours un peu compliqué. Sachant qu'en plus, pour faire cette maintenance de premier niveau, ça nécessite quand même des qualifications, notamment s'il y a besoin de faire des consignations électriques, ce genre de choses. Et donc, c'est toujours un peu problématique sur des gens qui ne sont pas des techniciens à la base, quoi. Oui, et les électriciens aussi. Donc, trouver aussi le bon niveau de formation, quoi. Ok, merci à vous trois. Si je peux ajouter, rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, c'est toujours Sébastien de la CAL, enfin toujours, encore plutôt. Effectivement, et une grosse difficulté, moi je trouve, hein, c'est aussi d'avoir des entreprises de maintenance aujourd'hui disponibles. Je pense qu'ils sont comme nous, ils ont de plus en plus de mal à avoir du personnel. Donc là, moi je vois, encore nous dans notre secteur, on a la chance, on a quand même 3 entreprises spécialisées silos dans un rayon de 100 km, donc on est plutôt bien lotis, mais c'est une galère, enfin ça devient vraiment compliqué de les avoir. Électriciens, n'en parlons même pas. Donc c'est vrai que si on se reprend pas en main sur ces dossiers de maintenance, moi c'est le message que je fais passer auprès de ma direction, c'est on va dans le mur, clairement on va dans le mur, quoi. Donc, et puis sur la maintenance, autant sur du neuf, là les entreprises, elles répondent, elles viennent, elles sont présentes. Ouais. Sur de la maintenance, de la bobologie, on les intéresse plus, quoi. Ouais. Ok, merci Sébastien, on reviendra certainement sur ce sujet-là aussi. Allez, Thierry, je te redonne la main. Alors, ce que vous avez dit, effectivement, on le rencontre énormément, surtout quand on tourne sur les COP et puis sur les formations. D'ailleurs, on a même un module de formation qui s'appelle maintenance de premier niveau, qui est beaucoup intégré dans les formations CQP d'agents de silo et qui dure 2 jours et qui permet un petit peu de se réapproprier ce qui existe sur un silo, quoi. Quand j'ai un responsable maintenance qui me dit j'en peux plus parce que j'ai demandé à un exploitant qui me photographie un contrôleur de rotation et que le gars lui a photographié 2 rouleaux et un galopin, vous comprenez quand même la difficulté à distance, quoi. Donc ça, c'est déjà un problème. Ensuite, comme disait Jean-Luc, lorsqu'on est sur des équipes turnover, mais aussi une équipe qu'on est en 2-8 ou en 3-8, c'est arriver à sensibiliser tout le personnel parce que l'équipe descendante se dit c'est l'équipe derrière qui le fera, quoi. Et fait quelquefois qu'on perd un petit peu aussi cet aspect-là en termes de motivation et de sensibiliser le personnel. Voilà, écoutez, on va donc continuer. Dès qu'à partir du moment où on est arrivé au niveau 3, on est au niveau supérieur. Donc là où c'est plus vos postes de responsable de maintenance et directeur technique, hein. Donc on va avoir plutôt des travaux importants de maintenance corrective et préventive, sauf si c'est de la rénovation, la reconstruction. C'est plutôt des équipes d'encadrement donc techniques spécialisées. C'est des installations qui sont soumises dans qualification, remplacement de moteur, armoire électrique, pompe bascule, bande transporteuse. Voilà, on est sur d'autres niveaux d'outils. Et puis le niveau encore supérieur, là, c'est plutôt la rénovation, la reconstruction, réparation importante. Donc là, c'est des moyens qui sont proches de la fabrication et aussi des mises en conformité sur l'augmentation d'équipement.
lourd, donc où là, on est plutôt sur un niveau qui vaut quasiment tous, puisque vous êtes responsable technique ou directeur technique ou de maintenance, donc vous êtes confronté à ce moment-là, à ce niveau-là, quoi. Et puis, si vous avez du mal à récupérer des budgets, vous pouvez trouver ce petit bouquin qui est pas mal, qui s'appelle Le fond de la baignoire. C'est-à-dire que si votre maintenance vous semble coûter cher, essayez les pannes. Donc, utilisation du mot que je vous conseille, que vous pouvez donner un livre de chevet à votre direction quand vous voulez obtenir quelques budgets. Les moyens de surveillance et de contrôle, donc déjà en premier lieu, et c'est ce qu'on redit très souvent aussi aux exploitants, hein, les moyens de contrôle, les meilleurs capteurs, ce sont nous sens. C'est-à-dire que c'est être dans l'exploitation et au cœur de l'installation. C'est-à-dire c'est voir, c'est observer, c'est toucher, c'est sentir, c'est entendre. Parce que de plus en plus, on vient interfacer tous nos outils, on se retrouve de plus en plus déporté par rapport à la situation du silo, et on peut en perdre une partie de ce que les anciens où il n'y avait pas encore de synoptique ou de déplacement d'armoire, se retrouvaient au cœur du silo. On avait déjà, de par l'odeur, de par le bruit, de par les observations et beaucoup de rentes qui faisaient que c'était le premier moyen de prévention dans l'entreprise, quoi. Parce qu'effectivement, notre ouïe bien des finesses. Donc, effectivement, plus on dure dans le silo, plus on a tendance à être un peu dur de la feuille, parce qu'on se protège mal, hein, et que c'est un risque qui est insidieux. Mais on va quand même entendre pas mal de bruit, d'élévateurs qui claquent, de Redler qui va commencer à avoir la chaîne qui va chevaucher sur son tourteau, voilà, ou d'un problème d'alignement, voilà, des sifflements de rouleau qui sont très importants, voilà, en termes de maintenance. Donc, très important, le toucher, donc bien sûr faire attention, mais de sentir si un moteur commence à être chaud, un palier, voilà, puisqu'on a tout qui n'est pas forcément interfacé vers nos synoptiques, et de voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc bien sûr, voilà, si c'est pour toucher quelque chose, on fait attention, mais voilà, notamment au niveau des rouleaux, quand il y a un bruit ou qu'on a un petit doute, hein, voilà, donc on va éviter de mettre bien sûr la main entre le rouleau et le tapis, mais voilà, c'est un des moyens aussi, l'odorat, bien sûr, le flair, l'odeur, on rentre dans une salle, on rentre dessus de cellule, dessous de cellule, c'est de sentir déjà, ne serait-ce que s'il y a un problème de qualité, avec du flair, infiltration d'eau, etc. Donc, où là, on aura plutôt de la moisissure qui peut se développer, mais aussi quelque chose qui peut, voilà, un point chaud, un début de point chaud, une odeur un peu particulière qui peut nous mettre en alerte sur une détection. Et puis, bien sûr, la vue, hein, donc pour ça que les rondes sont très importantes et qu'on resignale énormément l'ensemble des opérateurs au fur et à mesure des formations que l'on fait. La ronde est très importante parce que l'œil, ça va être, c'est la vision, c'est la perception, c'est de sentir les choses et puis de bien s'assurer que on n'a pas un problème particulier. Alors aussi bien en termes d'empoussièrement que de voir quelque chose qui est déporté ou quelque chose qui paraît anormal, quoi. Ensuite, c'est s'assurer de l'état de propreté des silos, hein, donc bien sûr la surveillance d'installation, les rondes comme je vous disais, hein, et puis aussi à chaque passage dans l'installation, parce qu'on entend beaucoup parler dire qu'on n'a pas le temps de faire des rondes, etc. Mais on est quand même tout le temps dans le silo, ou très souvent dans le silo, c'est d'arriver à matérialiser, à suivre ce niveau de ronde, les empoussièrements, les fuites de liquide, matière, présence du matériel de sanitation aussi, les traces d'échauffement, hein, si on retrouve sur une tête d'élévateur, parce que ça n'a pas encore été détecté par un déport de sangle, un bout de tôle qui commence à chauffer, c'est de voir peut-être entendre les rouleaux aussi, les rouleaux qui commencent à grincer, bien sûr s'il y a des traces de rongeurs volatiles, les rongeurs c'est jamais très anodin quand on en a, parce qu'on sait très bien qu'ils adorent tout ce qui est caoutchouc, puis surtout tout ce qui est électrique, hein, donc c'est une filtration-là. Et puis, bien sûr, après, l'état des bétons, les fixations, infiltration d'eau, et puis tant qu'on y est, on vérifie que s'il y a des travaux, que les fins de chantier ou autres, qu'il n'y a pas de matériel qui soit abandonné. Ça permet de garder aussi la propreté. Et après, tout ce qui est sécurité, qui va être tout ce qui est découplage et autres, de s'assurer que les portes en interne sur les silos. Et ça fait partie du préventif, je dirais, qu'un exploitant peut tout simplement faire, et doit faire, même régulièrement, pour pouvoir continuer à exploiter de façon sécuritaire.
Ensuite, voilà, ça va être à l'oreille, ça va être les fuites d'air comprimé, les frottements mécaniques, voilà, tout ce qui est rouleau, tout ce qui est défectueux, tout ce qui peut être défectueux. Produits phyto, à partir du moment où on a encore certains sites qui font du traitement, odeur de fermentation, de chaud, hein, puisque ça se retrouve assez souvent. On fait des audits, par exemple, sur des installations, ça nous arrivait, et puis de sentir qu'il y a un petit peu de fermentation et de chaud, et que l'exploitant n'est pas forcément perçu. Voilà, donc c'est arrivé à le sensibiliser, et puis bon, voilà, vérifier au niveau des paliers qui peut chauffer ou des rouleaux, des rouleaux de bandes transporteuses, que l'on sait très bien que c'est une des sources à risque, justement, et notamment lorsque l'installation est à l'arrêt et que le caoutchouc, le tapis va rester en contact d'un point chaud. Ensuite, les moyens de contrôle, ça va être tout ce qui est les sécurités mécaniques, hein, donc transporteur à chaîne, ce qu'on retrouve sur la plupart de nos matériels, trappe de bourrage, le contrôle de passage matière, le contrôle de rotation, température de palier pour certains, puisque vous êtes sur un système instrumentalisé. Bon, on retrouve ça surtout sur des gros turnovers et aussi des usines allemandes, hein. On va trouver très très souvent tous les paliers qui sont interfacés au niveau des températures avec un seuil de détection et puis un seuil d'arrêt, hein. Donc à ce niveau-là, et puis transporteur à bande, où on a une obligation déjà de certains types de sécurité, comme le contrôle de rotation des ports de bande, température de palier, et puis aussi sur l'installation, on peut avoir aussi des détecteurs de lambeaux. Sachant que le transporteur à bande est un sujet qui commence à monter un petit peu en puissance, puisqu'on a certaines adréales qui commencent à questionner sérieusement certaines de nos coopératives sur la durée de vie de la bande pour s'assurer qu'elle reste auto-extinctible le plus longtemps possible. L'aspiration, donc aspiration, c'est performance à maintenir dans le temps. Puis de toute façon, vous savez que on ne peut pas tourner sans inspiration. C'est la première chose qui démarre le matin au premier circuit. C'est la dernière chose qui s'arrête en fin de journée après une période comment dire, de vidage de circuit, avec tous les systèmes de sécurité qui peuvent exister, hein, donc les sondes de niveau, les évents, système d'aspersion, certains en option, les delta P, air propre, air chargé, ventilateur, traînée, écluse, poche, manche de colmatage. Donc ça, on a une obligation de maintenance et de performance dans le temps. Et au niveau aussi de réal et assureur, on a de plus en plus de pression à ce sujet. L'installation électrique. Donc, de toute façon, vous avez tous des vérifications électriques, Q18. Après aussi, ça va être sur du Q19 en thermographie qui est bien apprécié par les assureurs, mais y compris pour nous exploitants qui sont quand même une gage quand même de s'éviter quelques risques électriques, notamment au niveau des armoires, des disjoncteurs, de serrage de câbles, et qui donc nous permet quand même pas mal en termes de préventif d'avoir des actions à mener avant d'arriver sur un pépin. Ouais, voilà. Et ensuite, tout ce qui est arrêt d'urgence, tout ce qui est peut-être mesure en paramètres, disjoncteur, sectionneur, relais, tout ça, puisque là, toutes ces vérifications qui sont à effectuer et que vous faites effectuer en préventif. Et puis, il y a aussi la partie foudre. Foudre, que ce soit plus d'installation, vous êtes concerné donc par les vérifications. Et quelque chose, par contre, qui quelquefois manque et qui est un peu rappelé à l'ordre par l'assureur pour l'adréal, c'est le relevé des compteurs lors de ronde pour savoir si on n'a pas eu un impact dû aux orages. Et on commence à avoir des retours un petit peu là-dessus. Après, tout niveau capteur, vous pouvez avoir donc sur l'installation qui sont capacitifs, inductifs, de contact, détecteur de température, détecteur de gaz, je pense surtout au niveau surtout des séchoirs, puisqu'on a de plus en plus de demandes de détecteurs de gaz au-dessus des panoplies, surtout les panoplies qui se retrouvent en milieu confiné, soit dans un box, soit sous les séchoirs. Et puis après, tout ce qui est capteur ultrason au niveau rotatif qu'on peut avoir au niveau installation. Donc ça fait partie aussi des moyens de contrôle. Bon, voilà. Donc ça, c'est des choses que vous avez usuellement. Peut-être des questions? Pas de questions, on peut continuer? Oui, on peut continuer, vas-y.
Alors, identifier un dysfonctionnement, la difficulté, c'est surtout l'exploitant qui va vous appeler pour vous dire qu'il est en panne, parce que certains réflexes, c'est dire CHS, c'est hors service, c'est foutu, c'est mort, voilà, sans savoir vraiment ce qui s'est passé, voire vous interpeller pour intervenir alors que c'est l'élévateur qui est bourré et que l'exploitant n'a pas pris la peine d'aller vérifier. C'est ce qui se passe de plus en plus malheureusement avec des turnovers d'équipe et avec des gens qui arrivent récemment dans le métier, qui savent soit pas comment s'y prendre, soit pas très motivés pour certaines fonctions de leur métier. Alors, 4 outils qui permettent de gérer efficacement les dysfonctionnements, ça va être la vigilance. Ensuite, est-ce qu'on est en panne? Oui, non, etc. Pourquoi? Et puis la transmission. Parce que pour vous, c'est important, en plus, quand vous êtes sur des sites qui sont éloignés, à distance, et que vous devez bouger pour intervenir, c'est de savoir un petit peu arriver sur site pour déjà savoir en partie ce qu'il y a à faire, quoi. Alors, vigilance, ça va être la détection des pannes, hein. Donc, détection des pannes, ça veut dire que c'est apprendre aux exploitants à être vigilants, faire preuve d'attention, veiller à beaucoup de son matériel et être en surveillance sur des événements susceptibles de se produire. Alors, si c'est un élévateur qui bourre 2 fois par jour, 1 fois par semaine, souvent ils sont vigilants, mais pas forcément pour comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là souvent le nerf de la guerre à avoir envers l'exploitant. Alors, notre démarche simple qui peut être mise en place et que nous, on travaille avec les sites lorsqu'on est sur les formations, on se pose des questions si c'est, voilà, qu'est-ce qui fait partie du problème, qu'est-ce qui ne fait pas partie du problème. Voilà, donc vous avez l'exemple, l'arrêt d'un circuit, hein, voilà, donc j'ai un transporteur, un élévateur, notre ETC, et puis voilà, le circuit marchait hier normalement, oui, quand ça tombe en panne, c'est tout d'un coup. Donc, une démarche que va dire un exploitant, ça va être ça. Donc, il dit, ok, ça ne sert pas plus, ça tournait hier, ça ne tourne pas aujourd'hui, là, c'est le temps qu'on est en panne. Bon, l'élévateur 2 est en panne, ça y est, c'est une panne électrique. Non, on ne raisonne pas d'abord d'une panne électrique. Qu'est-ce que tu as en termes de diagnostic? Qu'est-ce que tu as sur la supervision? Est-ce que tu as du bourrage? Est-ce que c'est un défaut moteur? Est-ce que c'est un déport de sangle, de bande? Donc, suivant comment sont câblées les installations, voilà, alors c'est pas forcément évident à détecter parce que cette installation, on va avoir juste un défaut, mais on ne sait pas si c'est compteur de duration de sangle, suivant l'âge de l'installation. Mais c'est apprendre à l'opérateur à donner déjà un minimum d'informations, quoi. Et puis, bon, voilà, l'élévateur qui est bourré, hein, donc qui est plein de grains, à la micro-coupure, ça ne va pas redémarrer. Bon, mais là, c'est pas la peine d'appeler la maintenance, c'est tout simplement, il faut consigner, puis il faut débourrer les pieds élévateurs, et puis on redémarre. Voilà, c'est des choses qui sont un peu simples, mais qui ne sont pas évidentes pour des nouveaux exploitants. Et puis, bon, voilà, après, quand c'est un transporteur qui n'a pas de grain dans le coffre, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de grain dans le coffre, on ne sait pas pourquoi, tout simplement parce que ta cellule est bouchée. Je le dis sous forme de boutade, mais c'est des choses qu'on retrouve souvent. Donc, on essaie de faire ça, nous, au niveau des équipes, de faire vraiment du diagnostic et d'aller rechercher. Ça, c'est des groupes qui marchent pas mal. Ensuite, c'est pourquoi, c'est la recherche à la cause première, hein. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous connaissez, hein. Donc j'ai une cause voilà, qui va engendrer une succession de causes jusqu'à l'effet constaté. Et donc c'est arrivé à faire raisonner ce qui s'est passé par l'exploitant. C'est-à-dire que j'ai un élévateur, ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un arrêt moteur. J'ai quoi? J'ai un défaut bourrage qui s'est monté. Bon, défaut bourrage, c'est-à-dire que tu as un excès de grain. Soit c'est trop de débit, c'est attrape de bourrage. De réglage, soit ça veut dire que tu peux être au niveau d'une cellule qui n'a pas fonctionné, et à ce moment-là, il faut aller vérifier le problème, quoi. Voilà, donc ça, c'est rechercher ça. Et aujourd'hui, on a on a une perte de savoir-faire au niveau de pas mal d'exploitants qui restent derrière les écrans et qui ne savent pas forcément diagnostiquer ce qui s'est passé, quoi. Donc ça, c'est important de les former un petit peu là-dessus, en niveau 1, pour qu'ils puissent donner un maximum d'informations avant de faire intervenir la maintenance. Et puis, d'autres causes aussi, c'est les idées préconçues, hein. Donc, la dernière fois, c'était ça, etc., quoi. Donc ça, c'est faire une guerre là-dessus. C'est-à-dire que c'est recueillir l'information, analyser la fonction défaillante, faire l'inventaire des causes possibles, faire des tests. Mais très souvent, c'est gagner du temps. Voilà, c'est faire vérifier quand il y a un appel d'opérateur, voilà, si
Est-ce qu'il n'y a pas le préactionnaire qui a sauté en salle électrique? C'est à partir du moment où il y a l'habitation pour les vérifier, pour déterminer si c'est une partie commande ou la partie puissance, quoi. Et très souvent, il y a une amalgame un petit peu là-dessus au niveau des opérateurs. Et ensuite, résoudre les pannes. Donc, résoudre les pannes, c'est une série de questions, hein, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Voilà, donc c'est systématiquement de sous-questions. C'est-à-dire de qui, c'est moi, mon collègue, c'est la relation, c'est quel outil, c'est quel circuit, c'est quel lieu exactement, c'est quel matériel, est-ce que ça arrive souvent, quand, est-ce que c'est au démarrage le matin, est-ce que c'est toutes les heures, est-ce que c'est le changement de circuit, voilà, et puis bon, on va l'alerte si effectivement l'automate qui a fait arrêter le circuit, est-ce que j'ai senti une odeur, le fruit. Là, donc il y a toute une série de sous-questions à poser pour être sûr de diagnostiquer au plus près en premier niveau, quoi. Là, pour identifier le dysfonctionnement et l'objectif après derrière. Ça, on retrouve très souvent, on travaille pas mal là-dessus, parce que sinon, on fait vite un raccourci de dire, ben voilà, CHS, c'est bourré, voilà, et puis on ne sait même pas si c'est bourré parce que ça arrive souvent, ou si ça arrive toutes les 5 minutes. J'ai eu le cas sur un silo où je suis intervenu, où c'est tous les matins en démarrage que l'évateur est disjoncte, quoi. Voilà, jusqu'à ce qu'on constate qu'il y avait une accumulation de grains qui se restait, un petit peu d'eau qui s'est filtrée, et c'était ça la situation, quoi. Voilà. Mais la maintenance n'a jamais été au courant de ce sujet-là, quoi. Il a fallu que ce soit quelqu'un qui vienne de l'extérieur et qui soit là en matin pour aider à diagnostiquer, parce que l'exploitant, il continue à tourner comme ça, à enclencher 3 fois, et puis on redémarre. Et on envoie un peu de flotte un peu partout. Sur cette partie un peu outil détection d'un dysfonctionnement qui aide au final à la communication entre le service maintenance et l'exploitation, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de faire part d'un retour d'expérience? Après, c'est pas un retour d'expérience, mais c'est effectivement une réalité sur laquelle on est confronté. C'est effectivement, aujourd'hui, on nous appelle, on dit: «Je suis en panne». OK, mais avec ça, je fais quoi? Moi, je t'envoie un électricien, un mécanicien, une femme de ménage, effectivement, parce que des fois, comme on l'a été dit, effectivement, c'est le pénétrateur qui est bourré, et une fois que ce sera débourré, ça va repartir. Mais donc voilà, on revient enfin, voilà, moi, c'est flagrant, hein, c'est vraiment une perte de connaissance des outils, des circuits. Donc, alors, la faute aussi, certainement, je vais parler comme un vieux, mais des automates, hein. Aujourd'hui, effectivement, les collègues, ils pilotent tout depuis une supervision, un PC. Ils sont assis dans un fauteuil, et enfin, nous, voilà, c'est clairement les jeunes aujourd'hui, ils cliquent, mais ils ne connaissent pas les circuits, ils ne savent pas, effectivement, il y a un problème là, éventuellement, il peut venir d'où. Donc, et puis beaucoup ne s'intéressent pas, tout simplement. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'effectivement, en appuyant sur le bouton, ça fonctionne. Et puis derrière, ça ne cherche pas beaucoup plus loin. Et donc, voilà. Donc, il va falloir effectivement, qu'on reprenne nos bâtons de pèlerin et qu'on reparte en formation, sensibilisation et encadrement. Mais c'est chronophage. Merci Sébastien. Un autre témoignage, par exemple, Xavier Jacob, chez Terrena, vous, sur cette partie-là. Ça rejoint la même chose. Aujourd'hui, la supervision est un très bon outil, sauf que, alors, c'est pas forcément que les jeunes, mais parce que les pauvres, ils ont besoin quand même de venir dans le monde du travail, mais souvent, ce qu'on rencontre, c'est qu'on leur dit OK, tu es en panne, mais c'est quoi et c'est où? C'est là, sur l'écran. Mais dans le silo, ils ne savent pas où c'est. Donc, c'est une problématique qu'on rencontre. Mais c'est ce qui me rassure, ou ce qui ne devrait pas rassurer, c'est qu'on est tous dans la même situation. On rencontre tous les mêmes problématiques. C'est que les postes de pilotage ont été éloignés des silos. Donc, la plupart ne rentrent plus dans les silos. Donc, les odeurs, ce que disait tout à l'heure en début de présentation, les odeurs, les bruits, les gars ne les entendent plus, ne les sentent plus. Donc, c'est, je pense, la première chose que l'on doit faire quand quelqu'un arrive dans nos silos, c'est respecter le matériel, parce que le respect du matériel commence, c'est le début de la maintenance. Oui. Et on a ce manque d'intérêt, je pense aussi, des nouveaux arrivants de ce métier-là, quoi.
Ça, c'est une Est-ce que vous- problématique. Et du coup, la question au-delà de ça, c'est du coup, est-ce que vous avez mis en place des actions au niveau de la COP justement, est-ce que vous avez identifié ce sujet-là spécifiquement au niveau de la COP? Est-ce que du coup, vous avez mis en place des actions? Alors, moi, j'interviens au niveau des CQP. D'accord. Ça arrive quand c'est la première chose que je dis, c'est le respect du matériel et puis le nettoyage, ne pas forcément faire systématiquement appel à la maintenance. Il faut déjà rechercher un petit peu le souci, mais il y a le facteur risque. Aujourd'hui, nous, on a des saisonniers et le risque d'accident est important. Et c'est vrai que quand on ouvre une armoire électrique, ça peut faire peur. On ne peut pas dire à un petit jeune qui n'a pas les connaissances, qui n'a pas les compétences, tu renclenches un disjoncteur. Donc, c'est tout ça. Il y a toutes les notions de danger, même monter à l'échelle. Une poire de niveau qui ne fonctionne pas sur une station de collecte, on a dit à nos saisonniers, non, vous ne montez pas à l'échelle à crénoline parce que c'est dangereux. Donc, c'est des niveaux de danger aussi. Donc, on va essayer, enfin, moi, j'essaye de faire des fiches, comme tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça dans les présentations, c'est de faire Oui, des c'est fiches Sébastien. d'arrivée d'exploitants en disant, il y a un minimum de choses que vous devez savoir et repérer. C'est quoi un contrôleur de rotation? C'est quoi un déport de bande? Pour nous aider, parce que nous, on est sur 5 départements. C'est pas simple. J'ai que 18 techniciens de maintenance. C'est pas non plus. Il y a à peu près 250 sites, donc c'est pas évident, quoi. Mais ça rejoint tout ce qui a été dit déjà depuis le début, quoi. Ok. Merci Xavier. Du coup, je te propose Thierry de continuer puisque le temps tourne et on refera une petite pause à un autre moment. Ok. Donc, une procédure de maintenance préventive. Hein. Donc, voilà, maintenance préventive par détection d'anomalies suite à des contrôles préventifs, soit détection d'anomalies, mais à des contrôles périodiques. Donc, on va retrouver des phases où vous allez, vous, responsable de site, le responsable de site de maintenance, vous allez prendre en compte les observations, vous allez avoir des rapports de contrôle électrique, foudre, etc. À partir de là, vous allez ouvrir une fiche d'anomalie, constat d'anomalie. Voilà, donc, soit suivant vos organisations, c'est un technicien de maintenance, c'est un exploitant, c'est un responsable de site ou de responsable de maintenance. Donc, avec une partie anomalie. L'intervention elle-même, la remise en état, hein, donc par qui? Les équipes maintenance ou entreprises extérieures, donc toujours suivi par un document. Et puis après, aussi les tests de remise en service, où la DREAL commence à être plus tatillonne pour s'assurer qu'on remet en service quand même en bonne sécurité. Alors qu'on sait très bien que quand on réessaie qu'il faut en service, surtout en notion de maintenance, on n'a pas forcément toutes les sécurités qui sont réinstallées, puisqu'on a bien besoin de vérifier, par exemple, l'élévateur, changer la sangle si elle est bien centrée. Donc, c'est-à-dire qu'on va la faire tourner à vide et puis on n'aura pas forcément les contrôleurs de suite, puisqu'on va refaire la tension. Voilà, mais que s'assurer que tous les outils soient ramassés, que tous les capotages soient remis, qu'il n'y ait personne qui a les mains dedans. Donc là, c'est de plus en plus sensibilisé là-dessus. Et puis après, la clôture de la fiche, donc la partie validation, comme quoi, voilà, on a bien fini le constat d'anomalie et la mise en service. Alors ça, c'est dans le logigramme pour la maintenance préventive. Et puis, il y a aussi celui de la curative, hein, où là, par contre, on va être sur détection d'anomalies. Donc, où là, on va devoir sûrement arrêter l'outil, ou alors on va prendre des mesures palliatives sous surveillance, parce qu'on va finir une journée où on a des choses particulières à faire. Voilà, sauf bien sûr si c'est une aspiration centralisée ou autre. Et puis, ou alors la panne. Quel cas, on va se poser la question, on est un arrêt d'exploitation, oui, non. Est-ce que ça concerne des organes de sécurité, arrêt d'urgence, des ports de bande, contrôle de rotation, par exemple? Voilà. Est-ce qu'on a des mesures palliatives, hein, des mesures de maîtrise des risques, de ce qu'on appelle les MMR, qui sont très demandées, de plus en plus demandées sur les silos et puis soumis surtout autorisation, et encore plus sur des sites Céveso, mais bon, en céréales, vous n'êtes pas directement concerné. Voilà. Et puis, les essais de remise en service et les mesures compensatoires. Donc ça, il faut que ce soit bien écrite et connue et divulguée pour l'ensemble du personnel. Et ensuite, bien sûr, à partir du moment où il n'y a pas de mesure compensatoire qu'il faut réparer, on va retrouver le même système que sur du préventif, hein, l'ouverture d'une fiche de constat d'anomalie, voilà, et puis après avec tout le suivi de l'intervention, remise en état, de service, etc. Donc voilà, ça c'est deux logigrammes qui permettent de faire ou purement préventif, ou comment on fonctionne en termes de maintenance curative.
Ce qui est de plus en plus demandé par des assureurs, par les DREAL d'ailleurs, hein, le mode opératoire, hein, qui fait quoi, et quelles sont les méthodes qui sont appliquées. Voilà, donc je vous fais dérouler. De toute façon, vous aurez ça dans la présentation. Alors, ce qui est important, on va faire la maintenance préventive, mais ça veut dire qu'il faut connaître le matériel. Donc, ça veut dire que sur chaque site, ça va être des fiches machines, des données recueillies voilà, sur site. Alors, soit vous avez encore les fiches constructeurs, si c'est assez récent, soit il va falloir reprendre des mesures, comme la hauteur d'un élévateur, le type de sangle, de bande, nombre de godets, la forme des godets, le type de tambour, tout le matériel type. Voilà, parce que sur l'intervention que vous allez devoir faire, il va falloir bien choisir les paliers, le type de matériel, etc. Et on est rarement sur de la simplification de matériel, puisque souvent on a des silos qui ont 30-40 ans, qui ont été construits en 15 ans, en 3 fois, 4 fois, avec des matériels complètement différents. Donc du coup, on commence à avoir un nombre de pièces détachées qui commence à être conséquent, parce que justement, on a une multiplicité de matériel. Donc, hyper important d'arriver à recréer la fiche de matériel. Et ensuite, ça va être comment on fait. Voilà, idéalement, c'est un arrêt technique, hein. C'est arriver à faire un arrêt technique sur le site qui permet à ce moment-là voilà, déjà, c'est de faire arrêter l'exploitant, ce qui est déjà une complication, hein, souvent parce qu'il y a toujours le camion, le bateau, le train, le client dernier moment qui veut continuer à exploiter, à venir réceptionner ou charger, et de faire des opérations après, ne serait-ce que nettoyage. Voilà, donc c'est arriver à faire une planification, hein. Par exemple, sur un gros silo, une semaine, c'est quelque chose qui est envisageable, qui se fait, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, et puis on en profite pour tout nettoyer, les bottes de chute, les pieds élévateurs, les traînées, etc. Donc ça, c'est au niveau de l'exploitation. Et puis faire une estimation en temps par élément. Nombre, là, vous avez un exemple, par exemple, c'était sur un des anciens sites, hein, où 17 élévateurs, 1 heure par vidange par élévateur, les boîtes de chute, etc. Donc une quantification, puis un nombre de personnel, d'arriver à faire des points zéro, et puis aussi sur des contrôles. Voilà, ça c'est important d'arriver à le faire. C'est le plus long à organiser. Après, bien sûr, on replanifie d'une année sur l'autre, on modifie, mais de pouvoir se dire que voilà, ce site-là, il va être prêt pour la campagne. Ça, juste, tu peux remettre le slide, s'il te plaît, Thierry? Oui. Là aussi, petit tour de table là, sur cette façon de découper la maintenance et de planifier les arrêts techniques. Est-ce que c'est des pratiques que vous avez pu faire dans vos coopératives? Déjà, est-ce qu'on arrive à arrêter les silos? Oui, est-ce qu'on arrive à arrêter les silos? Première question. Pascal Cerniac, tu aurais peut-être des éléments à nous donner? Alors toi, t'es peut-être moins maintenance, mais tu as été maintenance à un moment, je pense, toi, non? Oh, un tout petit peu, je assure l'intérim, mais effectivement, je suis moins maintenance. Mais il y a mon collègue qui nous a rejoint là, il y a un peu en décalage, Vincent Piot, donc qui a repris la maintenance chez nous. Donc il pourra peut-être enfin, je ne sais pas s'il est là depuis quelques mois, Vincent, donc je ne sais pas s'il a tous les détails. Ce sera l'occasion pour lui Bonjour Vincent. d'exprimer notre réalisation. Vincent Piot, en effet. On arrive en effet à arrêter des silos, mais ça se prévoit. Et après, non, on n'a pas tout à fait ce type à l'heure actuelle de planification. Mais c'est vrai que les silos qu'on arrête, on a 2 types, soit on les fait en interne, soit on les fait en externe avec des sous-traitants. Et du coup, nous, on a une autre fiche où on doit remplir, en effet, par rapport au suivi, tous les organes qu'on a vérifiés. Moi, j'étais passé chez vous là il n'y a pas très longtemps. Là, j'avais été assez impressionné par. Vous avez si je me souviens bien, vous avez dans la salle de maintenance un grand écran géant là où on voit toutes les tâches à réaliser, certaines des fois en retard. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est avec notre logiciel de GMAO, en effet, où on peut, donc faut bien les identifier, les pointer, mais définir justement, en effet, toutes les maintenances qu'il y a à faire et les planifier pour voir justement
derrière qui fait quoi et à quel moment. Super, merci. Du coup, on a pas mal d'intervenants de soufflets. Je leur pose aussi la question. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut prendre la parole. Moi, j'avais noté qu'il y avait Cédric parmi les gens de soufflets. Je ne sais pas lequel de vous, je crois que vous êtes trois. Lequel de vous trois voudrait prendre la parole sur ce point-là? Parce que les gens de soufflet sont encore là. Chez Soufflet, je sais que c'est organisé. Non, Cédric? Cédric Janter, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Allô? Oui, on t'entend. Bon, moi, je viens d'arriver chez Soufflet, donc D'accord, ok, désolé. il n'y a pas de souci. Et du coup, là, parmi tes collègues, il y aurait quelqu'un, tu penses, qui peut nous répondre? Étienne, peut-être? Étienne ou Gaëtan, je verrais bien Étienne. Étienne. Oui, excusez-moi, j'étais sur un dépannage en même temps. Eh ben, Du coup, je ça n'ai tombe pas bien. du tout écouté la question. Non, la question, c'était ça, là. Tu vois, Thierry, il montrait un petit peu un découpage, quand on a un arrêt technique d'un silo, un découpage, un découpage, une sorte de timing de quelles opérations on va faire en combien de temps. L'idée, c'est est-ce que vous avez des choses similaires chez Soufflet ou voilà, ou est-ce que ça t'évoque quelque chose, ce genre de pratique? Alors, à aujourd'hui, non. Donc, Cédric, il aurait pu répondre parce que c'est lui qui est en charge de mettre en place et de développer la GMAO chez nous. Il vient d'arriver, Mais Cédric. il est un petit peu timide, Cédric. Donc, non, à aujourd'hui, on n'a pas ce type de planning, de reporting. On va dire que c'est fait à l'ancienne. Ok. Bon, sachant que ça, si je c'est dis en pas de train bêtises. d'évoluer. On a Cédric qui est là et qui est en train de nous préparer des choses magnifiques et on va faire un bond en avant très, très rapide. Ok, super. Merci, Étienne. Ok, allez, Thierry, je te laisse la parole. Il nous reste, oui, 13 minutes, donc on est. Non, 26 minutes, ça va. Ok. Méthode, recensement de matériel, quelques outils. On va voir un petit peu le séchoir, on va voir la ventilation, on va parler de nettoyeur, séparateur. On va nettoyer de l'aspiration centralisée et la manutention, ce qu'on retrouve sur la plupart de nos installations. Et bien sûr, les structures. Les points incontournables pour démarrer bien une campagne, sur les séchoirs, ça va être les contrôles annuels, contrôles annuels qui sont obligatoires. Je rappelle qu'il y a un guide professionnel qui date déjà de 2010, qui a été retravaillé en groupe technique de la coopération agricole et il y avait aussi FNA et aussi ministère de l'Environnement Adréal, avec donc des vérifications qui sont à faire, puisque on doit n'importe comment travailler sécher sous surveillance, l'installation propre, réviser, nettoyer. Voilà, donc ça, c'est les premières choses indéniables qui sont demandées. Voilà, avec les points de contrôle incontournables, la pression de chaleur, tout ce qui est gaz, donc gaz, présence de flammes, les sons de température, tout ce qui est ventilation, dividaire, circuit comprimé, et puis après tout ce qui est acheminement de grains, ça veut dire la manutention, les réserves de grains, les colonnes d'air, l'extraction, pardon. Donc ça, c'est les 3 points principaux qui sont à contrôler. Alors bien sûr, au niveau du gaz, ça va être panoplie gaz, réseau gaz, colonne de grains, colonne d'air chaud. Donc bon, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui a l'habilitation gaz au niveau des coopératives. Donc vous travaillez avec prestataires externes qui sont spécialisés dans le séchage. Ce sont des vérifications qui sont à faire systématiquement. Le circuit gaz, ça va de l'origine jusqu'à la destination, c'est-à-dire que de la cuve ou du point en gaz naturel jusqu'à arriver au séchoir. Donc avec des contrôles qui sont à vérifier comme quoi on est bien sans système de fuite, avec des contrôles qui sont à faire quelquefois qui sont demandés sur la tuyauterie, y compris enterrée, donc comme quoi on n'a pas de détection de fuite. L'état du matériel, toute la panoplie et le pilotage des brûleurs. Et bien sûr, il faut avoir une habilitation gaz ou alors c'est un prestataire spécialisé, ce qui se fait le plus. Et puis après, ça va être tout le cheminement du grain, la colonne de grain, les sondes de niveau, les couloirs d'air, parois et portes étanches. Donc, toutes ces vérifications qui sont à faire à ça avant de démarrer le séchage. Ensuite, tout ce qui est sécurité. Donc, on va retrouver tout ce qui est rusé, l'état des ventilateurs, le nettoyage des filtres, les tests de cycle, volet d'extraction,
parce qu'on est sur des matériels qui ne fonctionnent que 1 à 2 mois par an, voire un peu plus certains sur des zones plus tardives ou plus humides. Mais on va retrouver une matériel qui n'a pas tourné pendant 6-8 mois, donc on n'a pas de vérification à faire avant de redémarrer. Bien sûr, la première chose, c'est le nettoyage de l'installation par l'exploitant, et aussi énormément tout ce qui est sonde, système de sécurité, avec leur montée de toutes les sécurités, les températures, air usé, température grain, détection d'incendie. Voilà. Et puis faire des essais cycle complet et veiller aussi que l'actionnement des volets. Ça, juste avant de démarrer. Donc ça, c'est les vérifications qui sont à faire, sachant que 90% de ces vérifications-là sont faites par votre prestataire, mais il y a une partie que vous pouvez faire. Alors, bien sûr, l'exploitant, le nettoyage, la propreté, tout ce qui est élimination de matière, mais vous, la partie manutention, elle est courante que par rapport à un silo. La conservation des grains, donc maîtriser la ventilation de stockage et thermométrie, parce que on a des soucis de plus en plus avec la conservation, les périodes de froid qui sont de plus en plus courtes, et puis le problème des charançons, ça va être surtout la vérification des réseaux d'air, l'état équilibrage des ventilateurs, l'étanchéité des circuits, les grilles d'extraction, le nettoyage bien sûr par la maintenance, pendant l'exploitation, hein. Tout ce qui est pilotage, les thermostats, tous les thermostats qui sont en service, les centres de pression, le retour d'info des heures de ventilation, que je reprécise souvent aux exploitants, ce n'est pas parce qu'il a un ventilo qui a tourné 110 heures que le ventilo a bien tourné, parce que si les courroies ont sauté, le retour de marche, c'est toujours par le moteur et par le ventilo. Ça paraît évident pour nous, mais ça n'est moins qu'un fois pour des jeunes exploitants. Donc d'aller faire une ronde au moins une fois par semaine pour s'assurer qu'il y ait des courroies sur les ventilos, hein, parce que c'est entraîné par les courroies. Ça fait partie des rondes. Et puis après la thermométrie, puisqu'on doit s'assurer de la température des grains, et pour éviter, déjà, de pouvoir conserver au mieux, et 2, d'avoir sur un risque qui peut être majeur, sur un très gros échauffement sur des cellules, c'est d'avoir donc une remontée en logiciel qui soit opérationnel, 100% de capteurs opérationnels, et puis aussi, ce qui est souvent demandé, c'est le contrôle des capteurs. Alors, sans aller jusqu'à une précision comme à la NASA, c'est pas ce qu'on a besoin, mais ne serait-ce qu'une fois par an, quand les cellules sont vides, de faire un contrôle de cohérence de l'ensemble des capteurs des sondes et se donner un objectif de 3 ou 4 degrés max, par exemple, d'écart sur une cellule vide le matin de bonne heure, donc le soleil est tapé contre les cellules, pour s'assurer qu'on n'a pas de gros écarts particuliers. Bon, c'est apprécié par les assureurs, c'est apprécié en termes d'ISO, qualité aussi sur les clients, et puis au niveau de l'Adréal aussi. Donc voilà, donc tout ce qui est conservation du grain, voilà, c'est au moins une fois par an de s'assurer de l'état du matériel, et bien sûr la thermométrie, c'est tous les jours à l'instant T de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de remontée d'informations. Nettoyage du grain, donc je dirais que c'est peut-être un peu le parent pauvre aussi sur nos installations, c'est qu'on a toute une série de matériel pour nettoyer les grains, on a des nettoyeurs à plat, des rotatifs, etc. Et que c'est souvent un peu les bêtes à chagrin pour aller les contrôler. Et là, je vous ai mis juste une petite photo d'un nettoyeur rotatif style Maro, là, 4 voies. Vous voyez quand même, il y a quelques affaires à vérifier, hein, ne serait-ce que sur les pressions, les répartitions d'alimentation, les bypasses de nettoyage, le lieu prise d'échantillon, l'aspiration, les pentes, le système de dégommage, qui font que les outils ils perdent en efficacité, ou ils ne sont plus utilisés à un moment donné parce que l'exploitant n'arrive plus à s'en servir. Alors, il y a juste un petit détail, quand je vais sur un site, j'ouvre la chambre à poussière et puis je regarde ce qu'il y a dedans, quoi. Quand vous trouvez beaucoup de grains, c'est que soit les jeux de gris ou le nettoyage n'est pas efficient, ou c'est le matériel qui commence à avoir des soucis. Voilà, donc ça, c'est quand même important à vérifier, suivant les heures d'utilisation du matériel, bien sûr. L'aspiration centralisée, donc une révision manuelle pour maintenir les performances dans le temps. Donc, ça va être l'équilibrage des ventilateurs, du ventilo, le service avant la manutention, les mesures de contrat de delta P, soit en continu, soit contrôlées. Voilà, l'état de la filtration, les manches, est-ce qu'elles sont bien fixées, est-ce qu'elles sont étanches, le cycle d'écolmatage, est-ce qu'il est régulier, est-ce que j'ai pas la sédimentation dans le réseau, dans les tuyaux, le retour d'heure des infos aussi, ventilation, l'équilibrage du réseau, les registres, est-ce qu'ils sont répertoriés, est-ce qu'ils sont pas opérationnels, est-ce qu'ils sont bien opérationnels,
les vitesses d'air, faire des mesures de vitesse d'air. Voilà. Et puis surtout l'absence de sédimentation, étanchéité de l'écluse aussi, hein, qui est souvent l'écluse quand on change de produit, notamment quand on est en automne en séchage avec du maïs, où effectivement la follicule n'a pas la même densité et le même poids. Au niveau du décolmatage, ça va venir voûter au-dessus de l'écluse. On va avoir un défaut de bourrage et puis l'exploitant va aller taper un peu tout à côté. Il suffit de regarder la forme du filtre et on voit bien les coups de massette qui ont été donnés pour essayer de débourrer. Et puis on va passer une barre pour débourrer. Et puis non, mais l'écluse, elle est quand même celle qui assure étanchéité. Et on va retrouver des déformations autour de la collerette de l'écluse qui n'a pas la même épaisseur. Et ensuite, des problèmes de dysfonctionnement, quoi. Et puis l'exploitant vous dira qu'il n'a rien fait. Mais voilà, donc ça, c'est bien s'assurer dessus. Et de toute façon, on a une obligation de maintien de performance dans le temps. On a ça sur nos arrêtés préfectoraux silos. La manutention. Donc la manutention, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne sait jamais forcément le nombre d'heures où il faut intervenir ou autre. Alors la première chose déjà, c'est le nettoyage par exploitation, hein, transporteur à chaîne, transporteur à bande, les élévateurs, les boîtes de chute, les directions, les pendulaires, nettoyeurs et épurateurs. Beaucoup de choses déjà pour maintenir dans le temps l'efficacité. Ça va être surtout le nettoyage par exploitation. Et puis après, voilà, c'est le constat d'anomalie qui doit remonter par l'exploitation, qui doit s'astreindre à écrire un petit peu le dysfonctionnement, ce qui n'est pas toujours évident. La culture de l'écrit, elle n'est pas forcément encore bien ancrée. Voilà. Alors tout d'un coup, la nouvelle GMARO, et puis on en a 200 tout d'un coup qui tombent. Hein. Voilà. Et puis une périodicité, par exemple, sur l'élévateur, parce qu'effectivement, il y a des installations qui vont tourner 200 heures par an, même sur le même silo. On va avoir des élévateurs qui vont tourner 300 heures, d'autres 800, d'autres 2000. Donc, c'est se donner une périodicité, par exemple, toutes les 1000 heures de fonctionnement. Sur un gros silo, peut-être que c'est 2 fois par an, je veux dire, on va vérifier un élévateur pour s'assurer que l'état de la sangle, la tâche, les godets, voilà, qu'il n'y ait pas de problème particulier, quoi. Et puis après, bien sûr, les compresseurs. Les compresseurs, là, par rapport au nombre d'heures de fonctionnement, les filtres, les assécheurs. Donc, on sait que les compresseurs, les assécheurs consomment 15% de la puissance d'un filtre, d'un compresseur, pardon. Mais on sait très bien que plus de la moitié de l'air produit par le compresseur part en fuite. Donc là, il y a un gros travail de fond à faire. Ce qui est un peu assez compliqué, hein, c'est de gérer les fuites, de faire la chasse aux fuites un petit peu là-dessus. Parce que comme ça fera fonctionner moins le compresseur aussi, et puis le mettre à genoux à certaines périodes. Juste, un petit point d'étape là tu peux revenir sur le précédent slide, s'il te plaît, Thierry. Donc là, sur ces contrôles annuels ou toutes les 1000 heures, tu disais que des fois c'est compliqué de savoir combien d'heures il a tourné l'élévateur ou la manutention. Est-ce que c'est des pratiques que vous partagez? C'est cet ordre de grandeur des 1000 heures, par exemple? Ah, il y a quelqu'un qui parle? Non? C'était Pascal qu'on entendait au fond, non? Non, je crois que c'était Tieco. C'était Tieco? D'accord. Par exemple, Laurent Bourdin? Laurent Bourdin, est-ce que tu es là? Ouais. Oui, on a des choses qu'on met en place, mais bon, on est loin d'être parfait. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. D'accord. Et vous, c'est du coup les fréquences, c'est plutôt quoi? C'est que tous les ans au moins? Ouais, alors c'est une fois par an. Voilà, on s'est donné à minima une fois par an et idéalement pour les plus gros sites 2 fois par an. Deux fois par an. Est-ce qu'il correspond à peu près à 6000 heures là sur des gros élévateurs, peut-être, non? Oui, un peu. Oui, voilà. Oui, j'ai pas exactement mais oui, c'est à peu près ça. D'accord. Ok, allez, je te laisse continuer, Thierry. Alors, quand on ne sait pas combien d'heures fait l'élévateur, après, il faut regarder les tonnes qui sont passées. On fait les 80% du rendement de l'élévateur et ça peut vous donner une indication, quoi. Je passe 30 000 tonnes à 200 tonneurs, ça fait 600 heures par an, par exemple, et puis ça donne une indication. Parce que l'exploitant aura du mal à vous le dire, surtout si vous n'avez pas de sous-compteur, quoi. Après, vous connaissez ça par cœur, tout ce qu'il y a à vérifier sur un élévateur, hein. Donc, voilà, j'ai mis en rouge ce qui était sécurité, hein, mais détecteur de bourrage, détecteur de rotation, des ports de sangle. Je n'ai pas mis détecteur de palier, température palier, parce que peu d'entre nous sont équipés. Mais voilà, on a tout ça à vérifier sur un élévateur. Donc, il doit se retrouver
sur un support, voilà, avec un modèle de fiche, par exemple, de maintenance préventive, comme vous avez certains d'entre vous. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire la référence à la machine et puis on va aller lister tout ce qui est à faire potentiellement sur l'élévateur. Donc là, volontairement, je l'ai scindé en deux, hein, ce qui peut se faire par quelqu'un qui peut être bien féru ou quelqu'un d'exploitant niveau 2. Voilà, ou qu'est-ce qu'on a à vérifier sur un élévateur, les centrages, les transmissions, la conformité écarter, les plaques de jeté, les capots, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être très bien mises en place et qui sont en support sur la personne qui est sur site et de ce qu'il y a à vérifier. Voilà, transporteur à bande, hein. Donc là, on va retrouver aussi des éléments de sécurité, hein, qu'on va retrouver des portes de bande, contrôle de rotation, câble d'arrêt d'urgence, détecteur de lambeaux dans certaines situations aussi, hein. Et puis après, tout ce qu'il y a sur un chariot, sur un transporteur qui va être à vérifier, les rouleaux tendeurs, les stations, l'état de la bande, le chariot verseur s'il y a, les guirlandes, le capot, etc. Là, pareil, avec un modèle de fiche, là, qui peut, voilà, transporteur à chaîne, transporteur à bande, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a à vérifier sur un matériel? Alors, volontairement, on met aussi bien la sécurité que le technique, hein, puisque ça fait partie des choses, quoi. Voilà, donc ça peut être adapté ça sur chaque outil, mais ça permet sur site à la personne qui est sur place de s'assurer qu'elle a bien vérifié l'ensemble de ce qui lui est demandé, quoi. Ventilateur, les boîtes de direction aussi, donc à partir du moment où c'est répertorié, de faire une vérification. Voilà, alors il y a les ventilateurs où il n'y aura pas de courroie, mais bon, on essaie de mettre le maximum, mais aussi les boîtes de direction. Si en plus il y a un capuchon qui permet de vérifier l'état du volet à l'intérieur, l'étanchéité, c'est encore mieux. Sinon, vous faites passer du colza et vous allez voir si vous êtes étanche. Là, c'est un bon test de fuite. Voilà, donc avec des modèles de fiches aussi. Et puis là, le dossier qui est cher à notre ami Mathieu, cette surveillance des structures, un point qui n'est pas négligé. Donc, on va avoir les cellules béton avec les vérifications, parce que l'exploitant peut déjà aussi le travailler, hein. Donc, les fissures qui sont verticales, s'il y a des fragments, des morceaux qu'on retrouve au cours d'une ronde, étanchéité des toitures. En cellule pelle planche, hein, on voit bien ici le cas où vous retrouvez les tirants qui commencent à avoir bougé, surtout au niveau de l'extraction, la déformation des tirants. On va retrouver les fissures au niveau des soudures ou au niveau des massifs de béton, sans forcément intervenir dans la cellule au plus près, mais déjà faire un premier diagnostic. Et puis des cellules métal, donc là, les fissures sur tôle, ça souvent l'exploitant nous le dit assez rapidement. Voilà, on voit celle-ci qui est ovalisée, hein. Vous savez très bien, très souvent que ce sont les cahiers des charges, c'est sur le PS75 et qu'on met quand même du poids à 80, du blé de force à 82 dedans, et puis qu'on va toujours au niveau haut de la cellule. Donc effectivement, on va avoir 20% de poids à plus, et au fil des années, on commence à avoir des problèmes de structure, et puis les corrosions qui sont souvent en pied de poteau. Ouais, donc là, juste petit point là-dessus, hein, je vous ai remis, on a eu beaucoup d'occasions d'échanger sur ces thématiques-là, au moins sur la maintenance du matériel. Là, du coup, j'en ai profité pour vous mettre un peu le top 3 des grandes choses à regarder sur un silo, des défauts majeurs par typologie de silo, mais évidemment, la vérification sera beaucoup plus complète que ça. Mais voilà, moi, je trouvais ça pas mal d'en profiter pour faire une synthèse à ce niveau-là. Ensuite, les enregistrements en GMAO. L'indicateur qui est pertinent, c'est surtout vos actions de maintenance, c'est de faire le ratio des heures d'intervention en préventif et en curatif. Voilà. Bien sûr, l'objectif, c'est d'être au maximum en préventif, mais si sur vos bordeaux d'intervention, sur les ordres de travail qui vous reviennent, d'estimer le temps qui a été fait, et puis mettre c'est curatif et préventif, ça permet de mettre le curseur, savoir où on se situe, et puis ça donne un bon objectif, un bel objectif à atteindre si, par exemple, on est à 40% et 60% et qu'on veut arriver à 70% de maintenance préventive. Voilà, donc c'est un indicateur qui peut être pertinent. Je présume que vous en avez sûrement, hein. Après, effectivement, c'est l'arrivée à travailler avec une GMAO.
le GMAO qui va permettre de gérer, bien sûr, l'ensemble du stock des sites, du stock machine, du parc matériel, l'identification de tous les organes des matériaux pour gérer le stock, et puis après toute intervention, ce qui permet, quand on reprend une fiche machine sur l'historique, de voir le type d'intervention qui a été faite, aussi bien en préventif qu'en curatif. Et d'autant plus que déjà, pour l'exploitation, pour vous, la réactivité, mais autre chose aussi, c'est quand on a un sinistre et que vous avez un élévateur qui a eu un pépin en particulier ou autre, on est capable de prouver au niveau assurance ou de réal les actions qui sont mises en place et les interventions qu'il y a eu là sur ces machines-là. Donc ça, c'est quand même relativement important. Donc effectivement, d'arriver à s'équiper, à travailler avec une GMAO, ça permet de faire tout l'ensemble, c'est-à-dire la planification, la gestion des ressources, les reporting, l'intégration de système d'information. On peut aller jusqu'à la gestion aussi du budget, gestion d'achat, gestion de stock. Bon, voilà, après, tout dépend du type GMAO que vous avez utilisé. Attention, plus elles sont lourdes, plus c'est chronophage quand même en données d'entrée et en suivi. Mais c'est ça qui permet de faire surtout la gestion des équipements et des interventions. Et puis surtout, voilà, données d'entrée, c'est-à-dire quoi? C'est que dans un GMAO, on va commencer à travailler les fiches machines. Et puis, toutes les demandes d'intervention qui auront lieu voilà, suite à constat d'exploitation ou constat sur préventif. Et en données de sortie, on va retrouver quoi? Des ordres de travail, des préventifs pour l'équipe terrain, et puis surtout au départ, voilà, mise en place la première année, c'est aussi de fournir la fiche machine à ceux qui vont sur site pour permettre de reboucler, qu'on ait bien la bonne machine, les bonnes références, voilà, sur le matériel, hein, pour s'assurer que voilà, c'est les bons roulements et autres. Ça permet de recroiser un petit peu. Ensuite, les ordres de travail, donc à partir du moment où il y aura les bons de travail qui ont été faits, sur le checklist machine, comme on a pu voir. Donc, une COP avec qui nous a demandé qu'on a accompagné à travailler, à mettre en place une maintenance préventive, à travailler ce système de fiches, en train de rentrer toute sa base de données et de mise à jour de machines, quoi. Et là, donc, on a travaillé un petit peu avec eux là-dessus. Mais voilà, c'est important pour reboucler la première année de s'assurer que la fiche machine soit bien mise à jour, quoi. Et puis, bien sûr, après les interventions, voilà, ça veut dire qu'on va venir à nouveau remettre les informations dans le système. Et effectivement, après, ça permet de faire une planification complète, soit parce qu'on décide d'arrêter une fois par an au silo, soit tout ce qui peut être répétitif en termes d'intervention en fonction du type de matériel. Voilà pour ma part. Juste Thierry, là, donc tu parlais de l'accompagnement, donc c'était pour UAPL, hein, ils nous ont permis qu'on puisse parler d'eux pendant cette journée, malheureusement ils sont pas là. Toi, t'as quand même dans ton expérience eu à mettre en place plusieurs fois ou subir entre guillemets plusieurs fois des GMAO. Et un des retours d'expérience, un des messages que tu fais passer, c'est gérer avec bon sens les demandes d'intervention. Est-ce que tu peux peut-être un peu détailler ce point-là? Alors, un exemple, une GMO qui devait être mise en place, c'est que toute la vérification qui devait être faite sur un élévateur, l'idée au départ d'un prestataire, c'était de saisir en DI chaque contrôle qu'il allait faire sur un organe. Mais quand je parle organe, sur la composition de l'élévateur, ça va être le compteur de déport de sangle, de déport de bande et compagnie. Je lui ai dit non, si on fait une maintenance préventive, on a une fiche type, on y va. On va rentrer en données d'entrée, comme quoi, de l'intervention qu'on fait une maintenance préventive, et on viendra sur constat d'anomalie, si effectivement il y a 40 gouttes à changer, qu'il y a un palier qui commence à être à changer, qui commence à chauffer ou qui commence à être fatigué, ou une opération de graissage. À ce moment-là, on en rentrera dans l'intervention et avec intervention, pour éviter d'avoir sur une même machine, sur une maintenance préventive, une vérification, d'avoir 25 DI à rentrer, quoi, pour un même organe. Voilà, c'est surtout du bon sens. Après, effectivement, la liste s'allonge parce qu'à partir du moment où l'exploitant, le moindre pépin,
vont dire, ben voilà, il y a ça qui fait du bruit et compagnie, et que tous les jours, ils vont remettre ça parce que derrière, ben, l'intervention ne se fait pas de suite, ou parce qu'on est en équipe tournante, que la deuxième équipe va pas s'assurer que la première DI a été faite. C'est ça qui est un peu redondant et qui peut être compliqué, un peu à gérer, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est géré en bon sens dans les deux termes. Parce que c'est quand même hyper chronophage déjà l'implémentation de la GMAO, mais aussi le suivi, quoi. Donc voilà, et pour UAPL, ben, c'était responsable maintenance qui est quand même là depuis 1997, donc chez UAPL, et c'était l'arrivée à travailler une gamme préventive pour l'implémenter dans la GMAO. Voilà, c'est ce travail-là, quoi. Voilà. Donc du coup, on a travaillé sur le système de fiches, et qu'est-ce qui était fait? Parce qu'en fait, très souvent, vous savez ce qu'il y a à faire, mais c'est de le coucher un petit peu sur papier, voilà, travailler des fiches types de ce qu'il y a à vérifier pour pouvoir divulguer sur l'ensemble des équipes, que ce soit interne ou externe, que ce soit exploitant ou maintenance, suivant les niveaux. Mais comment on les rentre en GMAO sans avoir trop de contraintes ou trop de demandes d'intervention, trop d'interventions à faire en saisie, et pouvoir requêter quelque chose qui soit travaillable. Donc globalement, tu les as aidés dans la méthode d'implémentation parce que tu avais déjà eu à faire le travail. Et après, tu les as aussi aidés à régler le curseur pour que les Oui. demandes d'intervention, ça soit pas, enfin, le service maintenance soit pas noyé sous les demandes d'intervention. Sur ce point spécifique-là, des demandes d'intervention où le curseur n'est pas forcément toujours facile à trouver et où en effet, on a encore une fois, comme vous l'avez dit plusieurs fois sur la partie formation, une partie communication avec l'exploitation. Il y aurait des gens qui auraient des partages d'expérience à faire. Maxime Lozer, par exemple, tu aurais des choses à dire là-dessus? Est-ce que tu es là, Maxime? Non, Maxime, tu n'es pas là? D'autres personnes? Mathieu Pétain, là, chez Lorca? Alors, effectivement, il y a une difficulté majeure à traiter, c'est la compréhension déjà des demandeurs. Chez nous, on a la compréhension, la connaissance. Alors après, il faut déchiffrer ce qui est écrit. L'avantage de notre GMAO, c'est qu'elle a une solution mobilité, donc ils peuvent prendre des photos. Donc nous, on leur a carrément obligé à prendre des photos et à noter des références lorsqu'il y en a, lorsqu'ils ont une idée de la chose qui pourrait être en panne. La deuxième des choses, c'est qu'il y a un workflow qui fait que leur demande, alors hors urgence, on parle de... Des photos, oui. Ensuite, tu vois, il y a des trucs, un problème sur une tige filetée, remplacer les tiges filetées. Ils n'ont pas l'idée de nous dire, c'est la tige filetée, il y avait 12, alors que débrouille avec le... Ouais. Raphaël, tu es là aussi, non? C'est toi que j'entends, peut-être, non? Non, c'est pas Raphaël. Raphaël Simon? Non, il n'est pas là. Ah, c'est pas lui, ok. Bon, c'est rare qu'un silo ait un pied à coulisse pour voir le type de tige filetée. Si je parle de tige filetée, je présume que c'est pour la tension des élévateurs, très souvent. Alors, je ne sais pas quel cas a été exposé là, mais oui, effectivement, ça peut être lié à ça. Mais voilà, dans notre système à nous, le workflow permet de faire valider les demandes par un animateur secteur qui, normalement, a une connaissance un peu plus poussée sur la partie technique et donc il valide ou non le fait de faire intervenir la maintenance. Ça fait déjà un gros tri dans ce que je vous disais tout à l'heure entre la maintenance de niveau 1 et niveau 2 qui est à la charge des chefs de silo et la maintenance qui devient, voilà, où ça devient un peu plus compliqué, où là, il faut faire appel à des techs. Si déjà, il y a ce tri qui est fait en amont par les exploitants, c'est déjà pas mal. La deuxième des choses, c'est sur le préventif, c'est à la maintenance de créer les gammes avec l'exploitation pour ce qui est organisation et compagnie, mais c'est à la maintenance de créer les gammes et puis il faut se tourner effectivement vers les manutentionnaires, vers les fabricants. Nous, on l'a sur les silos, mais sur d'autres équipements de la diversification. Et puis créer ces gammes de maintenance avec eux et puis aller ou un peu plus loin ou un peu moins loin en fonction des objectifs de taux de service qu'on veut sur les outils de production, quoi. Et des moyens aussi. Et des moyens de maintenance aussi, clairement, oui. Mais souvent, quand on commence à tirer sur la maintenance, c'est pas bon pour le long terme. Après, effectivement, de faire valider les DI à N+1 par rapport à l'exploitation, je vois comment ça se passe. C'est le coup de fil qui va dire, écoute, dans le métier, tu sais que qui bourre débourre.
Alors, tu commences à débourrer l'élévateur, tu commences à vérifier, et puis après, on verra la demande d'intervention. Exactement. Et je pense qu'il y en a un tiers déjà qui se résout rien que comme ça. Bon, un peu plus qu'un tiers. Voilà. Et au bout de la 3e fois que le gars il a son N plus 1 qui essaie de l'appeler, il a compris qu'il faut qu'il fasse quelque chose avant d'appeler la maintenance. C'est une méthode aussi, voilà. C'est une méthode. Ok, bon, le temps tourne, on a dépassé notre heure. Je vous propose qu'on se garde encore 4 minutes. Cécile, je vois que tu as une intervention. Je te laisse la parole. Dis-nous ce que tu veux partager. Oui, bah, je vais faire très vite alors de manière synthétique, hein. Je voulais savoir si vous aviez, au niveau de Solutions Plus, réfléchi un petit peu aux modifications des machines et ce que ça impliquait, en fait. Si vous Thierry, aviez commencé à aborder ce sujet-là. en fonction de ce qu'on a, ce que tu veux dire, vas-y, je te laisse répondre, Thierry. Qu'est-ce que tu veux dire en modification de machine? Est-ce que c'est des augmentations de débit, tu veux dire, des choses comme ça ou... Bah, c'est que ça peut avoir des influences sur la sécurité du personnel. Et je sais que c'est un sujet qui va bientôt être à la mode. Donc, je voulais savoir si voilà, vous avez déjà 2-3 choses dessus. Alors, est-ce que quand tu dis modification, c'est on a un élévateur, par exemple, où quelqu'un a démonté quelque chose ou a enlevé un carter, quelque chose comme ça, peut-être, non? Oui. D'accord. Thierry, là-dessus? Ben non, enfin là j'ai rien moi, mon manque à ça outil, mais ça, Non, mais on peut après, le je pense que travailler. ça... Mais si c'est sur l'intervention sur les machines, la maintenance quand bien on fait, comment on intervient dessus. Il y a du rappel bien sûr de consignation, de faire attention à là je présume que ce que tu parles là, c'est plutôt lié au risque professionnel document unique. Hein, je présume que c'est ça que tu veux dire, Cécile. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc c'est comment on intervient sur une machine, c'est le mode opératoire, le démontage, le stockage du matériel qui est démonté, la consignation, hein, ce qui est, faut le dire, le redire, hein, au minimum, sur une machine, il y a 2 cadenas, hein, il y a le donneur d'ordre et le chargé des travaux. Voilà. Et puis si sur une même machine, il y a 3 ou 4 interventions différentes, bah, ça veut dire qu'il y a autant de cadenas que d'intervenants. Ça, pour être clair. Et puis, ça veut dire un plan de prévention qui soit bien précis. Voilà, un mode opératoire bien précis, qu'on n'exploite pas. La première règle, c'est que ce soit propre, nettoyé. C'est d'abord l'exploitant qui doit avoir nettoyé. Voilà, donc ça, il y a des choses qui existent, hein, qui sont. En fait, on va réécrire ce qui existe déjà dans la littérature ou autre. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Comme l'intervention en cellule, nettoyage en cellule, c'est pareil. Donc, entre la consignation, le risque de se faire happer ou de prendre la marchandise, voilà, ça c'est récurrent. On en parle, nous on a 2 modules de formation sécurité des biens du personnel dans le cadre CQP que l'on fait. Hein. D'ailleurs, on sensibilise à tout ça. Mais voilà, s'il faut retravailler un groupe de travail justement sur l'intervention en machine en termes de risque, là on peut le travailler, quoi. Mais pour moi, j'ai rien de particulier là-dessus, quoi. Mais il y a des choses qui existent, hein, et qu'on peut mettre en place, il n'y a pas de souci. Ok, merci Thierry. Allez, je reprends la parole et je fais juste une rapide synthèse. Hein. Donc, du coup, si on synthétise un peu ce qu'on a vu, les 5 clés pour une gestion efficace de la maintenance. Il y en a plus que ça, mais ce qu'on peut retenir notamment, c'est... alors, est-ce que ça marche? Tac. Donc, dans un silo, la première des maintenances préventives reste le nettoyage, on l'a dit, hein, et vous avez bien tous souligné ce sujet-là. L'idée, c'est de mixer une stratégie de maintenance préventive proactive avec une stratégie de maintenance conditionnelle. Donc, quand on peut savoir le nombre d'heures de fonctionnement de ces machines, bah, c'est bien aussi de passer sur du conditionnel. Gérer avec bon sens les demandes d'intervention pour une GMAO, trouver le bon curseur pour que le service maintenance ne soit pas débordé et pour que derrière vos clients du service d'exploitation soient aussi satisfaits. Donc, trouver le bon curseur, ne pas négliger l'entretien des infrastructures, ça c'est le sujet récurrent de nos clubs. Et enfin, prioriser la formation. Et du coup, alors on n'a pas beaucoup insisté sur ce sujet-là pendant la présentation, mais vous, pendant vos interventions, vous avez beaucoup insisté sur ce sujet-là avec le turnover et donc trouver les bons niveaux d'habilitation pour les personnels, à la fois techniques et d'exploitation. Nos prochains clubs, donc on vient de passer celui-là, le 26 avril. Vous avez vu dans vos rendez-vous, j'ai décalé celui de l'installation de panneaux photovoltaïques. Je remercie
Thérésia qui va intervenir sur ce sujet-là. Donc, les bonnes pratiques pour un pilotage performant des projets en coopérative agricole. Et puis, on aura aussi un intervenant de la coopération agricole sur ce sujet-là. Et enfin, mardi 24 septembre, le club sur les travaux de voirie. Voilà, il est 15h36, on a dépassé de 6 minutes, je m'en excuse. Je vous remercie tous pour votre participation. On était 40, donc c'était un bon club. Bravo Thierry, hein, tu es la star de ce club. Si, j'insiste. Et je vous souhaite à tous une bonne maintenance. Et à très bientôt. S'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à aller vers Mathieu et puis on retravaillera ça. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions ou des choses, si vous voulez qu'on ait un échange, envoyez-moi des mails, ça sera retransmis et répondu. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Bon week-end. Merci, bon week-end. Et Mathieu, je t'appelle. Merci beaucoup. Pardon? Mais je t'appelle Mathieu. Tu as vu mon mail? J'ai pas vu encore, mais oui, pas de souci, Thieko. Ok, ça marche. Au revoir. Merci, au revoir.